Chers amis de Flandre TV, bonjour. Aujourd'hui, nous rendons visite à un grand écrivain, une dame de chez nous, de notre Flandre, Marguerite Yourcenar. Elle a laissé un bon souvenir, c'est ce que nous allons voir dans le musée qui lui est dédié à Saint-Jean-Scapelle. Allez, chers amis, suivez-moi. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Van Heuvel. Quel honneur de vous accueillir au musée Marguerite Yourcenar. Pour nous, c'est un grand plaisir. Ça fait un certain temps déjà qu'on voulait venir ici. Voilà. Oui, il suffisait de demander. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci beaucoup. Madame la Présidente, vous exercez la responsabilité importante de faire vivre cette maison, ce musée Marguerite Yourcenar. Oh, je vais vous choquer, on est en Flandre et Yourcenar, ça n'a rien de flamand. Ça n'a rien de flamand, selon vous peut-être, mais la famille avait quand même des racines flamandes. Une famille paternelle issue de la région de Castres. Yourcenar, un nom qu'elle a emprunté, qu'elle a trouvé à l'aide de son père en faisant l'anagramme de Créancourt. Donc c'était quand même un nom de la région. Un nom de cette région, oui, voilà. Ils en étaient fiers. Alors dans ce musée qui expose, je dirais, différentes caractéristiques de la vie de Marguerite, permettez-moi de l'appeler Marguerite, hein, eh bien, qu'est-ce qui vous apparaît plus intéressant que d'autres choses? Sur quoi peut-on s'appesantir? Eh bien, en fondant ce musée, Louis Sonneville, avec son équipe de cette époque, 1985, il a mis l'accent sur une jolie citation de Yourcenar, avec le très grand plaisir de me retrouver chez moi. Chez moi, voilà, ça c'est important. Marguerite, elle était chez elle ici. Tout à fait, un plaisir de se retrouver chez elle, et ce plaisir d'être chez soi est partagé par les écrivains qui viennent nous voir, mais aussi les lecteurs, les historiens, les gens qui sont passionnés d'écologie et de nature, qui viennent faire une pause au musée Yourcenar avant de se lancer sur le sentier des Jacinthes. Et c'est tout cela qu'en tant que présidente, vous ressentez avec tous ces visiteurs qui viennent vous voir. Avec ces visiteurs, et ça me fait un grand plaisir de les accueillir, parce que tous sont émerveillés de tout ce qu'il peut y avoir dans un petit musée comme cela. Bonjour Godelaine. Bonjour Eric et bienvenue au musée. Merci de nous accueillir. Alors je vais présenter l'enfance de Marguerite Yourcenar. Oui, avec un homme prépondérant dans sa vie, son père. Son père, exactement. Donc Michel Clignard de Crayancourt a eu un premier mariage à la fin du 19e siècle, a eu un fils, Michel Fernand, puisque toute la généalogie indique que presque tous les hommes s'appellent Michel. Sa première épouse va décéder, il va épouser en deuxième noces Fernande Cartier de Marchienne, autour de 1900. C'est quelqu'un qui est très instruit, qui suit l'instruction très classique du 19e siècle. Il est très porté sur la littérature grecque et latine. Il aime beaucoup voyager et sa situation financière est assez agréable puisque sa mère est rentière. Donc il suffit une fois de temps en temps d'aller chercher les revenus des fermes dans les villages, donc ce qui n'est pas une profession trop fatigante mais qui permet d'avoir beaucoup de liberté. Donc ils vont beaucoup voyager. En 1903 va naître la petite Marguerite. Hélas, au bout de 11 jours, Fernande va décéder d'une fièvre puerpérale, puisqu'à l'époque on ne
prévoyait pas tous ces problèmes. Et donc Michel va se retrouver une deuxième fois veuf, mais va très bien prendre en charge l'éducation de sa fille. Alors on a ici une photo de Michel avec son automobile, puisque c'était le tout début, au début du XXe siècle, et elle était appelée le sabot. Et lorsqu'il venait au village, c'était l'événement, puisqu'il n'y avait que des chevaux à l'époque qui permettaient le transport. Maar kijk de kaïn, en hij zien met ze kloffen. Donc le rôle du père sera effectivement très important. Il va l'emmener beaucoup voyager une fois qu'elle sera capable un petit peu d'être autonome. Et après, elle gardera ce goût pour les voyages qui va lui donner vraiment une vision du monde extrêmement large. Alors l'enfance heureuse de Marguerite, on la devine quand on regarde toutes ces photos dans la nature, au Mont Noir. Elle regarde même les petits lapins. Voilà, donc tous les étés se passaient donc chez Madame Clinoire de Crayancourt, Noémie, l'insupportable Noémie dont on parlait, qui passait donc environ 6 mois l'hiver à Lille et 6 mois, un peu plus de 6 mois l'été au Mont Noir. Donc une propriété tout en haut du Mont Noir qui venait des ancêtres de la famille. Alors on la voit ici, on ne voit qu'elle est souvent en contact avec les animaux puisque c'est une grande propriété avec des bois, des terrains de chasse. On la voit ici, elle avait son mouton, elle avait une chèvre dont son père avait doré les cornes. Elle passera beaucoup de temps avec les domestiques puisque ce sont des gens beaucoup plus proches de l'enfance plutôt que la grand-mère qui avait une façon de vivre un petit peu rigide. Et Marguerite nous a laissé le souvenir dans ses écrits du temps qu'elle passait à coiffer ses cheveux. Ah oui, ça c'était, elle le disait un petit peu pénible, mais c'est vrai que ses longs cheveux noirs devaient être coiffés, les rubans tombaient, il n'avait pas assez d'élastique peut-être à l'époque pour les tenir, mais c'était une mission de sa nourrice. Donc on voit sur ces dernières photos les femmes qui ont compté dans la vie de Marguerite Yourcenar. Elle dit qu'elle n'a jamais souffert de l'absence de sa mère, elle-même a voulu chercher très tard ses origines, et ici nous avons Barbara ou Barbe, qui était en fait femme de chambre à Bruxelles au moment de la naissance et qui a été formée comme bonne enfant par la garde. La garde, c'est la personne qui avait assisté la maman au moment de la naissance. Alors on comprend bien, quand on regarde son cadre de vie, que dans le village, on l'appelait la demoiselle du château. C'est la demoiselle du château. Mais dans le château, il n'y avait pas d'école. Non, alors curieusement, avec toute la culture qu'elle avait, elle n'est jamais allée à l'école. Le papa faisait venir des institutrices, des instituteurs, des professeurs à domicile. Et c'est comme ça qu'elle a appris l'écriture, qu'elle a appris à lire, qu'elle a appris énormément, bien sûr, à lire. Et c'est comme ça qu'elle a eu cette culture extrêmement importante. Les plus forts souvenirs sont ceux du Mont Noir, parce que j'ai appris là tout ce que j'aime encore. L'herbe et les fleurs sauvages mêlées à l'herbe, les vergers, les arbres, les sapinières, les chevaux et les vaches. Ma chèvre, mon ânesse, dans Archives du Nord. La petite fille a grandi et on la retrouve dans une vie de jeune fille à Paris, à Londres. Voilà, tout à fait. Madame Noémie Clinoire de Crayancourt décède en 1909. Et ensuite, Michel, qui a eu des relations quelquefois un petit peu irritables avec sa mère, ne souhaite pas conserver la propriété. Et puis, il a toujours besoin d'argent pour assouvir ses besoins de voyage. Donc, le château est vendu en 1913, juste avant la guerre. En 1914, ils sont à Ostende, ils sont sur la côte belge au moment de la déclaration de guerre. Et donc, il lui arrive à prendre le dernier bateau pour se rendre à Londres. Ils vont rester en Angleterre quelque temps. Ensuite, vont se rendre à Paris et ensuite sur la côte d'Azur. Et c'est pendant cette période que Marguerite Yourcenar commencera vraiment à avoir sa volonté d'être écrivaine. Il y a, comme en Hollande, dans la Flandre belge, ces immenses paysages plats, avec de grands ciels, où les nuages changent sans cesse l'immensité du ciel.
les années 30, les années folles comme on dit, mais pour Marguerite, ce sont les années de l'amour et de la redécouverte de la Méditerranée. Voilà, à la fin des années 20, elle va retourner voyager, surtout en Italie. En 1929, Michel, son père, décède, donc elle va encore vivre quelques années sur les restes de la fortune familiale qui a quand même commencé à diminuer. Elle fera 2 rencontres qui seront très importantes pour elle, surtout ici André Fregnault qu'elle rencontre au début des années 30 aux éditions Gallimard et pour qui elle éprouve une passion, on pourrait dire, dévorante très importante. Mais en échange, elle n'aura que des reconnaissances intellectuelles, mais bon, il ne partage pas la même passion qu'elle et donc elle devra se résoudre à ne pas vivre avec lui. Elle va écrire donc le livre Feu, dans lequel elle va mêler un petit peu la mythologie grecque, même des notions de religion, et qui déroute quelquefois, mais on se rend compte qu'elle a vraiment une rage de devoir renoncer à cette passion. C'est là qu'on voit la vitalité particulière de l'écrivain, qui est capable de mettre ensemble, d'allier en quelque sorte l'amour qu'elle rencontre et la civilisation qu'elle veut décrire. Oui, tout à fait. Alors ensuite, elle va rencontrer André Ambirikos, qui est médecin, qui est grec, avec qui elle aura une aventure de quelques années, mais qui ne va pas être égale de celle d'André Fregnault. Mais on reste encore une fois dans le monde antique grec. Tout à fait. Alors on peut parler, à la fin des années 30, elle rencontre Grace Frick, qui est une Américaine, à l'hôtel par hasard, en conversation avec un ami. Elle parle avec une voisine de table et elles vont très vite sympathiser. Et Grace Frick lui dit, si vous voulez visiter les États-Unis, je vous servirai de guide, n'hésitez pas à venir. Ah, là, on change carrément. On n'est plus dans le monde antique, on est dans le nouveau monde. On est tout à fait en Occident. Et Marguerite montre qu'elle est capable de s'adapter à l'un comme à l'autre. Tout à fait. Donc en 1939, à la veille de la déclaration de guerre, elle a peu de contact avec la famille, les amis sont un petit peu dispersés et donc elle se pose la question, que faire ? Dans le fond, puisque Grace m'a invitée, je vais me rendre aux États-Unis. Donc elle va rester quelques mois, revenir en France et ensuite repartir et là rester beaucoup plus longtemps. Au départ, elle sera enseignante parce que là, la fortune familiale aura vraiment fondu, donc il lui faudra travailler. Elle va enseigner la littérature et faire beaucoup de traductions. Et c'est dans les années 50 qu'ensemble, elles vont s'installer dans le Maine, donc tout à fait au nord-est des États-Unis, où elles vont acheter cette petite maison. Et Grace Frick sera sa traductrice, mais va aussi beaucoup l'encourager à écrire. On pénètre ici dans l'intimité intellectuelle de Marguerite Yourcenar. C'est dans sa maison de Petite Plaisance, en Amérique, qu'elle a élaboré de très grands chefs-d'œuvre qui l'ont fait apprécier sur la scène internationale. Alors, on peut évoquer quoi en particulier ? Alors, elle a écrit 2 grands romans historiques, qu'on peut qualifier de romans historiques. Ce sont les Mémoires d'Adrien, donc l'empereur romain Adrien du IIe siècle, et l'Œuvre au noir. Alors, l'Œuvre au noir, c'est l'illustration de la connaissance de la Flandre. Voilà, donc elle a eu le prix Femina en 1968. Elle est donc venue pendant les événements de mai à cette époque-là pour recevoir le prix. Et ce qui a été assez extraordinaire, c'est que ça a été voté à l'unanimité dès le premier tour. Et 12 ans plus tard, ce sera la consécration, l'Académie française. Voilà, et 12 ans plus tard, on sait que Jean d'Ormesson a beaucoup œuvré pour son admission à l'Académie française, donc ces lourdes portes sont enfin ouvertes sur les femmes. Et elle n'a pas hésité dans son discours à citer toutes celles qui auraient pu y entrer avant elle. Alors aujourd'hui, pour conclure, n'oublions pas que Marguerite Yourcenar, c'est non seulement l'œuvre littéraire qu'on vient de décrire, mais c'est aussi son engagement
pour la nature, préserver la nature. Le symbole ici, c'est le sentier des Jacinthes, les sorties nature que l'on organise à partir de cet endroit régulièrement. Et puis l'avenir de ce musée où on mettra l'accent sur les balades littéraires, sur les sorties nature, hein, les animations pour les enfants dans la nature. C'est ça aussi l'héritage de Marguerite Yourcenar et l'avenir de cette maison.